Bonjour tout le monde, je souhaite que vous soyez tous heureux et en très bonne santé. C'est Dr Asma Amdouni. Je suis médecin généraliste de formation et comédienne amatrice. Donc sur Internet, pour les gens qui ne me connaissent pas encore, j'ai un très bon projet de sensibilisation pour la protection des enfants, des adolescents, de tout type de catastrophe. D'accord? Humaine, intra-humaine et interpersonnelle. Alors, tout d'abord, j'aimerais avoir une idée sur la qualité du son. Est-ce que vous arrivez à m'entendre? Parce que actuellement, j'utilise un microphone que je viens d'acheter en réponse à votre demande incessante d'améliorer la qualité du son. Donc, si vous permettez, j'aimerais savoir uniquement est-ce que vous arrivez à m'entendre? Tout simplement. Et aujourd'hui, on va traiter le sujet du chagrin d'amour. D'accord? On va essayer de parler de l'amour. On va essayer... Oui. Ah, d'accord, c'est nickel. Donc, vous entendez. Voilà. Donc, le son est clair, c'est ça? Vous arrivez à m'entendre? Vous arrivez à déchiffrer chaque mot prononcé? Bonjour tout le monde. Donc, s'il vous plaît, est-ce que vous arrivez à m'entendre clairement? Ça sera très gentil de votre part si vous répondez à cette question parce que ça va nous permettre de débattre un sujet qui va sûrement être utile pour plusieurs personnes parce qu'il y a des gens qui perdent leur vie, il y a des gens qui perdent un membre, hein, que ce soit un membre inférieur ou supérieur par amputation des fois. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui, après une séparation, une déception, une trahison, eh ben, qu'est-ce qu'ils font? euh, il, il, il commence à boire d'une façon vraiment qui n'est pas calculée et du coup, arrivé à un stade d'ivresse, on conduit. Et quand on conduit une voiture en état d'ivresse, donc il y a le patient qui malheureusement finit par avoir un AVP, ou ce qu'on appelle un accident de la voie publique. Vous voyez? Et un accident suite à un état d'ivresse qui est secondaire à une déception, une trahison, c'est vraiment sérieux. Donc, s'il vous plaît, est-ce que vous arrivez à m'entendre? Je pense que la question est très claire. On est 12 personnes en direct et la question est très simple. Est-ce que vous arrivez à m'entendre? Est-ce que vous arrivez vraiment à recevoir tout ce que je dis? Oui, merci beaucoup, c'est très gentil de répondre. Très bien, donc aujourd'hui on va parler du chagrin d'amour. D'accord? Alors, le chagrin d'amour, c'est un problème de santé qui, euh, qui crée des catastrophes. Moi, en tant que médecin généraliste, je n'admets pas le fait de voir des gens perdre leur vie. Hein. Je crois au destin, ça c'est clair. Mais je n'admets pas le fait de voir des jeunes, d'accord, qui sont très forts, qui sont très beaux, qui sont très très bienveillants, qui sont très gentils, d'accord. Et pourtant, ils sont incapables de se sentir fiers d'eux. Ils sont incapables de se sentir importants. Ils sont incapables de se sentir enough, suffisants. D'accord? Voilà, c'est ça le comble en fait. Le comble, c'est de voir des gens qui sont très à la hauteur et pourtant, ils sont à la recherche d'une validation de la part d'une autre personne qui peut être, dans certains cas, vraiment inférieure à eux. D'accord? Je m'explique. Des fois,
On traite des patients qui sont très à la hauteur, qui font partie d'une grande famille. Alors, quand je dis une grande famille, il y a des gens qui croient que c'est malhonnête de dire cette personne est. Pardon? Ouais. Alors, il y a des gens qui croient que c'est malhonnête de la part d'une doctoresse de dire cette personne fait partie d'une grande famille. Et il y a des gens qui croient que c'est raciste de ma part. Non, c'est pas raciste du tout. C'est pas raciste du tout. Moi, je pense que, moi aussi, comme la majorité des Marocains, hein, parce que je suis marocaine, comme la majorité des Marocains, moi, je croyais que on a le droit d'avoir des relations d'amour, des relations d'amitié avec n'importe qui, avec des gens qui ne sont pas de notre classe sociale, avec des gens qui ne sont pas de notre classe culturelle ou scolaire. D'accord? I watched your live for 100 minutes. Ah, ok. You're welcome. Alors, moi aussi, j'étais comme vous, naïve. J'étais comme vous, j'avais cette idée d'égalité. Mais il n'y a pas d'égalité dans la vie. Il n'y a pas d'égalité, ça n'existe pas. L'égalité n'existe pas. D'accord? L'égalité n'existe pas. On n'est pas égaux, on n'est pas les mêmes, on n'est pas identiques, on n'a pas le même niveau scolaire, on n'a pas le même. Parce qu'on n'a pas reçu la même éducation. On n'a pas appris les mêmes choses. Oui, c'est ça, voilà. On n'a pas grandi dans la même atmosphère, d'accord? L'atmosphère est très importante, d'accord? On n'a pas reçu la même qualité d'amour. Parce qu'une personne qui a été privée de l'amour inconditionnel, pardon, alors, une personne qui n'a pas, qui n'a pas reçu la même qualité d'amour que vous, je pense qu'elle est vraiment différente de vous. Vous êtes un monsieur, vous avez été aimé par votre maman, vous avez été correctement aimé par votre père, c'est-à-dire sans pour autant être le pourri gâté. Vous êtes un homme et lorsque vous étiez enfant, vous avez pu bénéficier d'une éducation top. Vous êtes un enfant qui a fait le tour du monde. Vous êtes un enfant qui a pu jouer dans les parcs les plus, je dirais, les plus chics, là où il n'y avait que des enfants polis, que des enfants bien éduqués. Vous êtes un enfant qui n'a jamais vu de toute sa vie un SDF. Vous êtes un enfant qui ne sait pas que veut dire un SDF sans domicile fixe. Vous êtes un enfant qui n'a jamais vu un clochard. Vous avez été une gamine qui n'a jamais vu des clochards. Alors que des fois, voilà, je vais être très honnête avec vous et surtout en français, j'arrive à m'exprimer tranquillement. Les enfants surprotégés. Les enfants surprotégés, ce sont des enfants qui n'ont jamais appris à se protéger des minables. On n'a jamais connu les minables. D'accord? Les enfants surprotégés, ce sont des enfants qui n'ont jamais vu un manipulateur, qui ont été protégés. Il y avait le gardien qui protège, il y avait la bonne qui protège, ou les domestiques qui protègent, il y avait le... Quoi encore? Il y avait le chauffeur qui protège, il y avait les voisins qui protègent, il y avait les babysitters qui protègent, il y avait tout le monde qui protège. Il y avait les maîtresses, les institutrices qui protègent. Si on part dans un salon ou dans un parc, le parc il est privé, donc il y a tout le monde qui le protège dans le parc privé. Et après, tout d'un coup, on se retrouve face on se retrouve face à des gens qui, euh, qui ont peut-être pu travailler dur ou étudier dur
et ils ont pu avoir, merci de la salle, ils ont pu avoir ou décrocher un diplôme. D'accord? C'est ça en fait la différence. Le problème, c'est quoi? C'est vraiment être quelqu'un qui a grandi dans une atmosphère horrible et c'est camouflé par son diplôme. Non, on ne parle pas des traitements, Monsieur Mélode, je regrette. En fait, on ne fait pas les traitements, on ne fait pas les avis, c'est interdit. Et je suis contre tout avis sur Internet, hein. Je suis vraiment désolée, mais c'est votre médecin traitant qui vous a examiné en totalité, qui a le droit de donner son avis. Voilà. Alors, dans la vie, les choses qui choquent les gens de qualité, parce que là, on parle de la médecine 5 étoiles. C'est quoi une médecine 5 étoiles? C'est une médecine qui vous protège de quelque chose qui n'est pas visible. Il y a des gens qui souffrent, mais ils n'ont pas de diabète. Ok, merci, docteur. Je vous en prie. Ils n'ont pas de diabète, ils n'ont aucune anomalie biologique, aucune anomalie fonctionnelle, et pourtant ils souffrent. Ils ont un vide. Moi, je pense, par exemple, je vais donner un exemple je vais aller droit au but. Les personnes aisées, les personnes aisées n'ont pas le droit d'épouser les gens pauvres. Il y a une dame qui est très connue sur Internet, d'accord? Je ne vais pas la nommer parce que c'est mon live à moi, c'est un live qui traite le sujet du chagrin d'amour, c'est pas un live pour parler des influenceuses, mais je souhaite vraiment que du bien à elle et à son époux ou à son ex-époux. En fait, cette dame elle faisait partie d'une classe sociale, je ne peux pas dire riche, mais enfin, aisée, d'accord? Ou relativement aisée par rapport à son époux. Donc, elle a commis une grosse bêtise. C'est quoi cette bêtise? Tout simplement, c'est qu'elle a décidé de se marier à l'âge de 18 ans, pas de maturité. Elle était étudiante, elle étudiait l'architecture, je pense. Et à 18 ans, elle s'est mariée. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. En plus, c'est une fille unique de sa mère, bien gâtée. Elle a eu accès à tout ce qu'elle voulait. Elle faisait le tour du monde avec sa tante, que son âme repose en paix, sa tante qui vivait en Italie. Donc, à chaque fois, depuis l'âge de 10 ans, elle voyageait déjà et elle a découvert le monde avec sa tante riche. Elle avait sa voiture à elle, elle avait son appartement à elle. Donc, sa maman lui a acheté un appartement à son mariage. Et après, elle a commis la plus grosse bêtise, c'est qu'elle a épousé un monsieur qui n'a pas de toit, qui n'a pas une voiture comme la sienne. Pourquoi elle a fait ça? Elle a fait ça parce qu'elle l'aimait. On ne peut pas aimer. Voilà, la première question. Voilà. La première idée, quand on parle du chagrin d'amour, premièrement, c'est l'amour. Chagrin d'amour. Premièrement, l'amour, la définition de l'amour. Alors, avant de parler de l'amour, chère communauté, il faut se demander, est-ce que j'ai le droit de parler de l'amour? Une personne qui a premièrement, on va parler des parents toxiques. Si vous avez des parents toxiques, vous êtes incapable d'aimer correctement. Donc, soit vous allez faire souffrir la personne qui va être en lien passionnel avec vous, soit que vous allez être victime d'une personne. Alors, quand on a patient toxique, parent toxique, donc soit on a, bon, il y a plusieurs cas de figure, mais je vais vous donner juste quelques cas. Vous avez été victime d'un parent toxique. Très bien. Soit vous allez devenir quelqu'un qui est très gentil, soit vous allez devenir quelqu'un qui est très méchant. D'accord? Ça, c'est le langage, je dirais, très populaire. Alors, en cas positif pour vous, vous avez toujours eu des parents toxiques, il y a un grand risque de devenir quelqu'un qui a un syndrome du sauveur. Le syndrome du sauveur, c'est quoi? C'est quelqu'un, d'accord, qui cherche quoi? C'est quelqu'un qui cherche à aider tout le monde. Il se croit très fort. Oui, il est fort. Oui, il peut changer les choses, mais il gêne, ça étouffe. Alors là, je pense que c'est très important de parler du syndrome du sauveur. Parce que si vous avez le syndrome du sauveur, vous n'avez... D'accord? S'il vous plaît, les gens qui sont polis, je vous souhaite la bienvenue.
Les gens qui sont incapables de me respecter, je comprends, hein, parce que c'est pas donné à tout le monde d'être poli, mais j'aimerais vous dire que je vais vous bloquer. Pourquoi? Parce que moi, je suis très gentille et j'ai décidé de mettre fin à toute personne vraiment qui a du mal à me respecter. D'accord? Le respect, c'est obligatoire. On ne demande pas le respect, je l'impose. Si vous êtes capable de me respecter, tant mieux. Si vous n'êtes pas capable de le faire, alors l'ancienne version de Asma la comédienne en arabe, c'est terminé. Il n'y a plus d'arabe. Avec tous mes respects. Et même en français, c'est terminé la mentalité arabe. La mentalité arabe dans le sens où on insulte la femme. D'accord? Si tu as un, on ne vous voit pas les gens qui ne nous respectent pas. Tu as une mentalité patriarcale qui dit que j'ai le droit d'insulter une dame qui parle en direct. Je ne vous souhaite pas la bienvenue. D'accord? Vous êtes poli, c'est exactement ce qu'on traite aujourd'hui. C'est la différence entre les classes sociales. Alors, on a dit que la dame s'est mariée à 18 ans. Elle n'a pas le droit de se marier à 18 ans. Alors, le syndrome du sauveur. Et puis, nous avons, en cas, par exemple, au cas où vous avez eu des parents toxiques, il se peut, par exemple, que quelqu'un développe hein, ce qu'on appelle, qu'il devienne un manipulateur. Les enfants des parents toxiques peuvent devenir des manipulateurs. Et il y a d'autres personnes qui font le syndrome ou qui font de la victimisation. D'accord? Alors là, il y a un point très important. La dame qui s'est mariée à l'âge de 18 ans, elle a toujours cru qu'elle a été amoureuse de son mari, alors que ça n'a pas été le cas. Pourquoi? Qui vous a dit que vous êtes effectivement, véritablement amoureux ou amoureuse d'une personne? Qui vous a dit ça? Est-ce que vous avez la preuve? Est-ce que vous avez un document? Est-ce que vous avez un document qui prouve que vous êtes amoureux de telle personne? Alors là, je vais essayer de parler d'une façon médicale et de vous donner quelques cas bizarres, graves, difficiles, qui n'ont pas été traités par des psychiatres, par des psychologues et qui ont été diagnostiqués chez un médecin généraliste. Alors, moi, je ne suis pas fière de moi lorsque je fais le diagnostic après les spécialistes, parce qu'en principe, le citoyen doit solliciter un médecin généraliste ou son médecin traitant avant de recourir à un médecin spécialisé en psychiatrie ou à un professionnel de santé psychique et mentale. C'est illogique déjà. C'est anormal. Je vais vous dire une chose très importante. C'est anormal de laisser la médecine générale et de recourir à un spécialiste en psychiatrie ou en psychologie. D'accord? Après, je vous expliquerai pourquoi. Donc, je ne suis pas fière de moi, je ne me sens pas Superman quand je mets un diagnostic après les spécialistes. Pourquoi? Parce que je veux que le patient consulte un médecin généraliste en premier. Alors pourquoi? La question qui se pose, c'est pourquoi? On va citer quelques cas qui montrent la toxicité de l'affaire, déjà. Par exemple, on va maintenant citer les cas de problèmes de santé physique. Il y a l'écho du sang. L'écho. Je vais essayer de... D'accord. Et maintenant, ça va, vous arrivez à m'entendre ou bien qu'est-ce que je dois faire à votre avis? Parce que je viens de mettre ce... C'est gênant? Chère communauté, s'il vous plaît, je pense qu'il faut ajuster... parce qu'on peut ne pas mettre cette fourrure. Est-ce que je la retire? Parce qu'il y a moyen de retirer ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui arrive à m'entendre clairement?
C'est gênant. Ah, d'accord. Une seconde, s'il vous plaît. Je pense le son du voisinage. Pour éliminer toute cause organique. Bravo, Madame Mariam. Alors, on va essayer de faire un test, d'accord? Alors, maintenant, je vais essayer d'enlever cette fourrure. Vous voyez? Très bien. Alors, maintenant, est-ce que vous arrivez à m'entendre plus clairement? Est-ce que c'est bien comme ça? Parce que le monsieur m'a dit que ça, on le met uniquement si on est dehors. Et moi, je l'ai mis ici. Parce que, par crainte de ne pas avoir un son de qualité, de bonne qualité. Oui. Sur 5, c'est combien maintenant? Sur 5? Vous... C'est bien. Ah, d'accord. Donc, il fallait respecter les spécialistes. Voilà. Il y avait une professeure de neurologie qui nous a donné une très bonne leçon du respect de la spécialité. Moi, je n'ai pas respecté la spécialité de ce monsieur. C'est la société GOPC ou GOPC. What a wonderful world. Très bien. Merci beaucoup, vous êtes très gentil. Alors, s'il vous plaît, pour la première partie de ce live, est-ce que c'est possible de l'enregistrer sur YouTube? C'est-à-dire, est-ce que c'est audible? Ou bien on reprend tout, à votre avis? Est-ce que quand même on peut enregistrer ce live? Salut la meilleure. Oh, bonsoir, monsieur Jawad. Ça va, vous allez bien? C'est bon. D'accord. Oui, oui. Ah, d'accord, très bien. Donc, monsieur, on va reprendre très brièvement ce qu'on disait. On disait qu'aujourd'hui, on va traiter le sujet du chagrin d'amour. On a dit qu'on n'a pas le droit de parler de chagrin d'amour avant de mettre un diagnostic précis qui nous dit exactement est-ce que j'ai été amoureuse d'un monsieur ou pas? Est-ce que ce monsieur a été amoureux d'une femme ou pas? Parce que des fois, on a des choses qui sont très, très, très fortes, on a des sensations très, très, très fortes, on a une euphorie quand on voit une personne, tout en ayant l'impression qu'on a toujours été amoureux d'elle, cette personne. Alors, non, mais it's not true, it's not true. On a dit que si on a des parents toxiques, on peut être une personne très vulnérable. C'est-à-dire que les gens qui ont des parents toxiques sont des gens qui sont difficiles à aimer, difficiles à être aimés. Et ils vont toujours souffrir ou faire souffrir les autres. On va donner des cas. Il y a des cas d'enfants de parents toxiques qui ont développé un syndrome du sauveur. Ils sont devenus des Superman. Femme ou homme, d'accord? Une femme Superman ou Superwoman ou un homme Superman. Ils font tout pour chercher une personne qui a beaucoup de problèmes pour l'aider à résoudre ses problèmes. D'accord? Monsieur, vous partagez... alors, une seconde, s'il vous plaît. Il y a un monsieur qui partage mon live avec plusieurs personnes et ça me gêne un peu. Ah, d'accord. Monsieur, s'il vous plaît, vous arrêtez de partager parce que ça veut dire que vous allez me bloquer mon live. Je vous bloque sur le champ. Donc, le syndrome du sauveur. On a déjà traité ce sujet, il faut absolument le retraiter ce soir. Si vous avez déjà essayé de sauver ou d'aider votre partenaire, ça veut dire que c'est pas de l'amour, ça peut être, hein, on peut pas vraiment trancher comme ça, mais
il risque hein, d'y avoir un syndrome du sauveur. Donc, vous n'êtes pas amoureux de cette personne. Vous êtes en train de, de revivre une expérience, c'est-à-dire que vous cherchez une personne qui a des problèmes, que peut-être vous les avez vécus, ou peut-être un de vos parents l'avait, d'accord? Par exemple, vous avez eu un papa alcoolique, donc vous aidez les alcooliques. Donc vous allez chercher un monsieur alcoolique pour l'aider à sevrer, à arrêter de faire quelque chose qui vous a toujours gêné chez votre parent. Ou bien, vous avez eu, par exemple, une maman toxique et vous êtes toujours une femme aussi toxique que votre mère, avec tous mes respects au moment. Vous êtes Jésus. Je ne suis pas Jésus. Je ne suis ni Jésus ni Mère Teresa. Alors, des fois, il y a des hommes qui cherchent toujours les femmes. Ah, d'accord, le Sauveur Jésus. Oui, oui. Donc, des fois, il y a des hommes qui se croient amoureux d'une femme alors qu'il n'a jamais été amoureux de cette dame. Donc, quand je commence à creuser, qu'est-ce que je trouve? Ah, d'accord, là, je pige. Donc, il y a le monsieur qui aide la femme à poursuivre ses études, à reprendre ses études déjà. Elle n'avait pas son bac, donc il l'aide à s'inscrire pour reprendre ses études et pour passer un bac libre. C'est pas normal. C'est pas normal qu'un monsieur aide sa femme à avoir son bac libre. Vous avez pris, vous avez choisi, vous avez vraiment, voilà, vous avez choisi une dame qui n'est pas intéressée par les études et vous voulez faire d'elle une personne très accro aux études et au progrès et à l'apprentissage. Il y a quelque chose qui ne va pas dans votre tête. Sincèrement, cher monsieur, j'aimerais vous dire qu'il y a quelque chose qui ne marche pas dans vos crânes. Parce que vous êtes un monsieur qui est très attaché à l'apprentissage, à la scolarisation, à l'école en général. Et vous avez choisi une dame qui n'a pas pu poursuivre ses études pour l'aider à faire des études. Qu'est-ce qui ne va pas, monsieur, dans votre tête? Qu'est-ce qui ne va pas? J'aimerais savoir qu'est-ce qui ne va pas. Vous allez me dire que c'est de l'humanité? Non, ce n'est pas de l'humanité. C'est du sauvetage. Le sauvetage, c'est la souffrance. Si vous faites partie d'une classe intello très très high et vous choisissez une personne qui n'a rien à voir avec les études et avec l'apprentissage et avec knowledge, vous allez souffrir. Vous êtes en train de sauver quelqu'un. Est-ce que vous êtes un maître nageur? Je ne comprends pas. Est-ce que vous faites la plongée? Est-ce que vous êtes un sauveur? Est-ce que vous êtes des sapeurs-pompiers? Qu'est-ce qui ne va pas? En effet, je confirme. Bravo, monsieur Jordan. Oh, trop fort. Merci beaucoup. Moi, je traite les gens victimes de ça. Je ne comprends pas ce délire. On n'est pas égaux. On nous a vraiment gravé dans l'esprit des choses qui ne sont pas vraies. On a tous eu notre part de syndrome du sauveur parce qu'on est des Marocains, donc on est généreux. Les Marocains, ils sont tous généreux. Merci, c'est gentil. D'accord? Donc, vous êtes une personne, vous êtes un monsieur. Il y a toute votre famille qui a fait des études. Vous tombez sur une personne, une dame, attirante, magnétique, gentille, je ne sais pas, un coup de foudre. L'essentiel, c'est que cette dame n'a pas pu poursuivre ses études parce qu'elle n'avait pas les moyens. Perception confuse. Bravo. Bravo. Il y a une grande différence entre la perception et la réalité. La perception, elle est très relative. Donc, pourquoi, à votre avis, vous avez pensé à aider une dame qui n'avait pas les moyens quand elle était... Merci, Randa. Une personne qui n'avait pas les moyens quand il était petit, c'est un misérable. Ou pauvre. Alors là, chers messieurs, chers sauveurs, je vais dire, pour les sauveurs, vous êtes vraiment dans l'obligation de différencier entre un pauvre et un misérable. Écoutez, c'est pas possible ce qu'on voit. Mais c'est pas possible ce qu'on voit. Les misérables détruisent la vie des gens. Les misérables sont comme des virus. Ils détruisent même la vie et la vue d'un pauvre.
Ils sont très toxiques, les misérables, aussi bien pour les riches que pour les pauvres, aussi bien pour les scolarisés que les non scolarisés ou les analphabètes. C'est pas normal, vous êtes un misérable. Vous êtes une catastrophe. Un misérable, il faut le détecter. Il faut le diagnostiquer. Bonjour monsieur. C'est comme en fait, on doit faire la gendarmerie de temps à autre. Voilà. Nicham. Bravo monsieur. On va parler des misérables. C'est quoi la différence entre un pauvre et un misérable? Écoutez, il y a une différence entre la douleur et la souffrance. Tu me tapes, je vais avoir mal. Tu me gifles, je vais avoir mal. D'accord? C'est normal, il y a une douleur. La misère, c'est quoi? La souffrance, c'est quoi? La souffrance, c'est que moi, je continue à ruminer, je continue à analyser, je continue à mettre plusieurs scénarios dans ma tête. Je veux me venger de vous. Je pense à des choses qui n'existent pas et je développe et j'amplifie en plus. Et je lis, je fais beaucoup de liaisons, beaucoup de connexions. Et tout ça, ça fatigue. La vie est courte. La vie est belle, elle est trop belle, la vie. Elle est trop belle, la vie. Moi, j'ai bu mon café dans un endroit très chic. Et je peux vous le montrer. Je peux vous le montrer comme ça. Je serai fidèle. Hein. Il faut quand même partager des. Ben, je ne connais pas votre style, sincèrement. Voilà. C'est trop chic. On a l'impression qu'on est chez nous. On a l'impression qu'on est juste au salon. Ah, il y a des dames là-bas. Hop, c'est le serveur. L'autre côté, c'est encore plus chic. C'est très doux. C'est très doux. Super. Oh, merci beaucoup, monsieur Jawad. Je pense qu'on a le même goût. Regardez, moi, en fait, j'aime beaucoup le style baroque et tout. Et regardez les sofas. Chaque sofa, regardez. Hop, qu'est-ce que j'ai fait? C'est très doux, on dirait que tu es chez toi. Et les gens, ils sont très aimables ici. Les clients et tout. Il n'y a personne il y a personne qui va t'embêter. Il n'y a personne qui va demander ton numéro de téléphone. Voilà, ça c'est adorable quand même. Et il y a mon filtre qui joue avec moi. Très bien. Donc, je pense que je vais devoir enlever ça parce que maintenant, je peux le faire. Hop, 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 hop. Alors, on va faire un truc très important. Non, non, c'est à Casablanca. Je ne sais pas si vous connaissez Casa, monsieur Jawad, c'est à Frère Gourmet, à Anfa. Qu'est-ce que je fais? Vous arrivez à m'entendre parce que je mets un microphone. Donc maintenant, je suis libre et je peux très bien m'éloigner et vous parler comme si je suis passée à la télé. Bonjour, chers spectateurs. Je connais. Ah, vous le connaissez. J'aime bien lorsque je trouve que quelqu'un connaît l'endroit où je suis. Ça me fait sentir que vous êtes quelqu'un de la famille. Je sais pas, j'ai ce sentiment. Super cool. Merci beaucoup, monsieur Jawad. Il fait froid? Non, du tout. En fait, je viens de gagner ma place ici et du coup, on ne doit pas enlever ce qu'on monte, ce qu'on met des blouses et tout. Quelle ville ça? D'accord. C'est à Casablanca. Casablanca, bon, c'est enfin. La rue s'appelle rue Ain Harrouda, entre Zérabi et enfin. Merci, je vous en prie. Très bien. Donc, chère communauté, je vous invite à faire la différence entre un pauvre et un misérable. Alors, la pauvreté, ça peut être c'est comme la différence entre pauvreté et misère, c'est comme la différence entre douleur physique et souffrance. Merci, maman, c'est gentil. D'accord? Un pauvre, c'est quoi? Par exemple, c'est dans cet endroit,
Mon café, je pense, ça coûte. Je peux vous dire les prix, c'est pas Chouma, c'est pas Chouma de dire ça. C'est pas arrivé de ma part de dire ça. Monsieur Jawad, je vous fais confiance. Oui, ah d'accord. Parce que vous êtes plus âgé que moi. Ah, vous êtes toujours jeune, hein? Allez-y, d'accord. Alors ici, c'est 26 dirhams, d'accord? Donc je pense que un pauvre, il peut économiser et prendre 26 dirhams et venir dans cet endroit tranquillement, gentiment, et il va demander son café. Pas cher, oui, bravo, pas cher. Donc, il y a des endroits qui sont un peu plus, je dirais, plus coûteux, mais ça vaut le coup. Par exemple, on a une vue merveilleuse, on a un calme encore plus satisfaisant, d'accord? Parce que même ici, moi, je me sens un peu dérangée par le bruit. Mais sinon, c'est tout près de chez moi. Du coup, c'est très pratique. Prix du confort. Bravo, monsieur Javad. Alors, le pauvre, il n'est pas misérable. Parce que le misérable, il ne connaît pas ce mot prononcé de votre part. C'est merveilleux ce que vous avez dit. Le prix du confort. Le misérable, il ne veut pas vivre. Le misérable, il ne veut pas vivre. Il ne veut pas laisser les gens vivre. Ça ne veut pas dire qu'il est méchant, mais c'est une culture. Et on peut tous avoir ou avoir eu notre part de misère. Bon endroit, merci beaucoup. Oui, pas cher car l'endroit et l'expérience comptent. Bravo. Surtout quand on est accompagné, vraiment, c'est magique. On parle tranquillement. Par exemple, moi, je prends mon carnet, vous le connaissez, je pense, et j'écris les idées. Des fois, on a des embouteillages dans notre tête, et quand on les écrit, ça devient très clair. Les choses sont bien claires dans notre tête. Si je veux faire quelque chose que je n'arrive pas, j'écris question-réponse. Asma, pourquoi tu n'as pas pu faire ça? Asma, pourquoi tu trembles à chaque fois que tu penses à ça? Asma, pourquoi tu trembles par hésitation? Un café à la réception d'un hôtel, 80 dirhams. Bravo, monsieur Javad. Alors, les hôtels, c'est un autre monde. C'est le calme, c'est la tranquillité. Et en plus, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, monsieur Javad, on peut faire des connaissances. When the visit card talks. L'écriture est une thérapie. Bravo, monsieur Mem. C'est adorable. Ça m'a été dit par mon thérapeute. L'écriture est une thérapie. Il faut juste être bien accompagné. Oui, monsieur Gervais. Oui, oui. En fait, je peux parler spontanément. En fait, déjà en français, on peut s'exprimer sans avoir peur des critiques, des misérables toujours. En fait, moi j'ai un petit problème. Et ce problème, quand je fais les réseaux sociaux, ça s'amplifie. Et quand j'ai switché en français, que j'ai laissé de côté tout ce qui est populaire, tout ce qui est, vous connaissez très bien ma version arabe, tout ce qui est populaire en arabe, ou se les méditer. Bravo, se les méditer. Donc, quand j'ai switché, j'ai touché de la frustration de la part des hommes mariés qui me manquent de respect sur les messages, sur les textos, ou bien on m'appelle pour me dire je suis flamme, j'occupe le poste flânie, je suis riche, j'ai des appartements, j'ai des villas, j'ai des fermes, beaucoup de choses. Alors ça m'embête. Alors cet endroit, si je ne suis pas, moi j'ai beaucoup les hommes, hein, pour vous dire, Wallah, c'est très magique, hein. Les hommes, ils ont une énergie masculine qui est juste magnifique. Vraiment, on peut guérir. Je n'ai pas besoin d'être en relation avec lui, non du tout. La présence d'un masculin, c'est important. Peut-être c'est parce que j'ai passé 8 ans en vivant tout seul. Veuillez excuser s'il vous plaît ma spontanéité un peu choquante. Il y en a beaucoup. D'accord. Donc, quand on, quand on veut prendre un café avec un monsieur, des fois on est choqué. Merci cabinet Docteur Hassan, je pense. Docteur Hakim. Docteur Hakim. J'ai vu un de vos lives, c'était merveilleux, hein. C'était merveilleux et très soft, hein, c'est comique. Machallah. Donc, quand je prends un café avec un monsieur, merci pour les fleurs, c'est très gentil. Qu'est-ce qui arrive en fait? On discute.
ça diminue le taux de cortisol dans mon corps. Votre spontanéité vous va et vous fait plaisir. Oh, merci beaucoup. Alors, quand je veux prendre un café avec un monsieur, je ne veux pas qu'il me dise Asma et qu'il parle par exemple de ma poitrine, de mes fesses, de mes cuisses. Ça me dégoûte. Et là, vraiment, je voudrais en profiter. On est toujours dans le cadre du chagrin d'amour, de la définition d'amour. Il faut que l'homme marocain et l'homme en général, il faut qu'ils comprennent une chose très importante. Difficile d'avoir la bonne compagnie au Maroc, ou même ailleurs. Oui, oui, c'est difficile. Je veux vous dire une chose. Je suis médecin généraliste, donc j'ai déjà été aide opératoire, j'ai déjà vu plusieurs pénis, j'ai déjà pris plusieurs pénis et j'ai introduit une sonde urinaire, d'accord? C'est comme un tuyau qui est très très fin, très très petit, avec un diamètre très très micro, et on l'introduit dans le pénis des hommes. Donc moi j'ai vu plusieurs pénis dans ma vie et j'ai pris dans ma main, j'ai j'ai pris dans ma main plusieurs pénis. J'ai introduit un truc, et ça c'est un acte, on dit en médecine, c'est un acte qui est aseptique, qui est stérile, d'accord? C'est-à-dire on prépare tout avec des gants propres et on prend des gants stériles. C'est comme si on veut faire une opération. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur du pénis, il n'y a pas de microbes. Il est très propre le pénis des hommes. Donc, j'ai déjà pris ça et introduit. Donc, lorsque quelqu'un m'appelle maintenant, acte médical, oui, un acte médical aseptique ou stérile, c'est-à-dire que, comme si on est au bloc opératoire. Et on a déjà assisté à des opérations, donc on a déjà vu plusieurs patients en réanimation, on a changé des sondes, beaucoup de choses. Donc, le pénis, cher monsieur, je suis vraiment désolée, hein, mais ah, Wallah, c'est très très beau de parler en français. Wallah, j'ai vu plusieurs pénis. Donc, quand un homme me parle du sexe, ça me dégoûte, hein. J'ai comme l'impression que vous m'avez donné vraiment une tasse ou un grand verre d'huile, huile de table, hein, et non pas huile d'olive. D'accord? Et vous me demandez, vous m'obligez hein, de le boire. C'est pas possible. On se détache de nos propres sentiments. Oui. Donc, vous êtes un homme, vous vous croyez Superman, tout simplement, parce que vous avez un pénis. Il y a des hommes qui me parlent de leur pénis. Mais c'est catastrophique. Vous croyez Superman? Vous croyez que c'est... Non, si, monsieur Jawad. Et le pire, hein, c'est que ce sont des hommes qui ont un grand diplôme, qui occupent des postes importants, ou bien qui sont des entrepreneurs, ou bien autre chose, hein, sans passer dans les détails. Sans entrer dans les détails. Oula, bah oui. Donc l'homme marocain et l'homme arabe et l'homme qui a la mentalité arabo-musulmane doit comprendre que, oui, 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 très grave ici, doit comprendre que si tu veux vraiment me séduire, laisse le sexe de côté. Parce que tous les hommes, ils ont un pénis. Donc toi, t'es pas super, t'es pas ouais, t'es pas, c'est rien, ça n'a rien à voir. On parle maintenant d'aura, aura, carrément. On est parti, on ne parle même pas de culture parce qu'il y a des gens qui te parlent. Vous savez, les misérables, ils connaissent tout. Vous n'avez jamais remarqué ça? Les misérables, ils savent tout. Comme des manipulateurs pervers narcissiques. Tu vous crois, tu peux pas, vous dites la vérité. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, c'est Hassan. Les misérables, ils savent tout. Vous savez que quand vous rencontrez un misérable qui arnaque, un profiteur et tout, regardez le monsieur, qu'est-ce qu'il écrit en bas. Il n'a pas peur de perdre son travail. Très bien. Donc, revenons à nos moutons, on a dit que si vous avez été victime de parents toxiques, il est fort probable que vous deviendrez par exemple soit quelqu'un qui a un syndrome du sauveur, soit quelqu'un qui est manipulateur, soit quelqu'un qui est en dépression, soit quelqu'un qui fait la victimisation. Donc, vous aviez des parents toxiques, vous n'avez pas le droit de parler d'amour. Bonjour.
Si vous parlez avec quelqu'un qui avait des parents toxiques, qui n'a pas encore pardonné ses parents, correctement pardonner, ça veut dire que c'est le praticien ou c'est le professionnel de la santé psychique et mentale qui a le droit et qui a la possibilité de vous confirmer, être guéri de la toxicité de vos parents. Vous avez vu les dégoûts en bas? Vous avez vu? Vous avez une idée maintenant pourquoi je m'éclatais dans mes lives antérieurs? Ok, pas grave. Vous avez eu des parents toxiques, vous n'êtes pas encore guéri, vous êtes en train de chercher quelque chose introuvable. Est-ce qu'on peut trouver nos parents chez, chez nos partenaires? Est-ce que c'est possible? Les gens qui cherchent leurs parents. Un monsieur qui cherche l'amour d'une maman, est-ce qu'il peut être amoureux d'une femme? Jamais. Soit il va être vraiment possessif, soit il va être paranoïaque, soit il va avoir un syndrome du sauveur, soit il va avoir une dépendance, soit autre chose de bizarre. Ce n'est pas bravo, non. Ce n'est pas normal de parler de l'amour qui est très propre, qui est très fort. L'amour, c'est la force. Je me sens forte, je me sens indépendante. Ou bien un monsieur, il se sent fort, il est indépendant, il est heureux tout seul. Une personne heureuse toute seule est une personne qui a le droit, hein, c'est comme un concours d'accès. Une personne qui est capable d'être heureuse toute seule est une personne qui a la carte blanche, si vous voulez, pour passer à l'expérience de l'amour. Une personne qui a souffert, une personne qui avait des parents toxiques, une personne qui avait une enfance misérable, une personne qui est divorcée et qui n'a pas encore bénéficié d'une thérapie. Donc, n'a pas le droit de parler d'amour. C'est anormal, c'est anormal. L'amour, c'est la force. Je dois être forte, en bonne santé, tranquille, nickel, merveilleuse. Ma vie doit être merveilleuse et après, je dois rencontrer quelqu'un qui a une vie merveilleuse. Malheureusement, ce qu'on voit, c'est les films indiens. Donc, il faut faire un lavage. Complexe de Il faut faire un lavage. Pas de l'estomac, mais il faut faire un lavage. Hein. Il faut oublier les feuilletons égyptiens, indiens, mexicains et turcs. D'accord? Il faut vraiment enseigner l'amour dans les écoles. Il faut dire comme ça aux enfants, l'amour est bon pour la santé. L'amour, c'est merveilleux. Un câlin, pendant 10 secondes, c'est largement suffisant pour amorcer la sécrétion d'endorphine. L'endorphine, on dirait, c'est de la coque. Imaginez, on a de la coque naturelle. Imaginez, on peut vraiment arriver à un sentiment d'euphorie carrément. Comment? Rien qu'en câlinant quelqu'un qu'on aime. Ce qu'on voit malheureusement, il n'y a pas de câlin. L'amour est merveilleux, bravo monsieur Jared. Il faut le vivre et ne jamais regretter ce qui est passé, parce que ce qui est passé, c'est un CV. Ce qui est passé, ce sont des souvenirs. Quelqu'un qui n'a pas de souvenirs, c'est quelqu'un qui est anormal. Les câlins, c'est important pour la santé. Les caresses, c'est important pour la santé. Les prises de main, il y en a plusieurs. L'écho dans le son. C'est vrai, il y a toujours un écho. Mais je fais quoi alors? Absolument. Est-ce que le microphone ne marche pas bien? Est-ce que je dois retourner chez la société? I love you, baby. Vous arrivez à m'entendre, s'il vous plaît? Il marche. Si, il marche très bien. Ah, d'accord, ça me rassure. Vous savez pourquoi ça me rassure? Parce que je n'aime pas revenir pour changer ou quelque chose comme ça. D'accord. Alors, on va parler de l'amour, on va parler de la propreté de l'amour, on va parler des caresses, des câlins et beaucoup de choses. Parce qu'on n'a pas le droit de dire je suis en chagrin d'amour, alors qu'on a vraiment des dossiers entassés qui n'ont pas été pris en charge. C'est anormal. On vous entend très bien. Merci beaucoup, vous m'avez rassuré. Donc là, je suis en train de parler d'une façon générale
Mais s'il y a quelque chose qui vous touche, n'hésitez pas à parler à en parler à votre médecin traitant ou à votre médecin spécialiste en psychiatrie tout d'abord. Alors là, on a dit qu'il faut faire la différence entre pauvre et misérable. On a dit qu'un café, ça coûte 26 dirhams ou 30, je ne sais pas, 26 dirhams. Donc 26 dirhams, un misérable, il est incapable. Il n'est pas radin. Non, il y a radin et misérable. Le misérable, il est contre. I love you, baby. Alors, le misérable, il croit que c'est de l'arnaque. Merci, Madame Randa. Le misérable, il est jaloux du propriétaire de ce restaurant-café et il ne veut pas que cette personne devienne s'enrichit, hein, fortune. Vous voyez, le misérable, il est comme ça. Il ne dit pas que j'ai vécu une heure de plaisir, j'ai vécu une heure de, je sais pas, de chaleur interpersonnelle, parce que moi j'ai été privée de ça pendant longtemps. Je vis dans une ville où les gens ils sont pas libres, les gens ils peuvent pas se divertir et sortir. Et, vous voyez, 3 fois divorcée et je crois toujours en l'amour. Bravo Monsieur Jarret. Vous êtes un bon vivant, je crois. Donc regardez, il n'est pas misérable. 3 expériences de divorce et pourtant il croit toujours à l'amour. Donc pour lui, l'amour, il existe, il est là, il est propre, il est en haut, d'accord? Et il fait la part des choses. Ça, c'est une expérience qui a marché, qui n'a pas marché. J'ai vécu une certaine période avec une telle dame, j'ai vécu une telle personne, telle période avec telle dame. On a des souvenirs, et il a des souvenirs quand même. Il a un bon CV. Il a un album, ou 3 albums. Super bon vivant. Bravo. La vie est courte. غير كيقول لي شي حد la vie est courte, je l'admire. Hein. Très bien. Donc le misérable, il dit que si je donne 26 dirhams pour un café, ça veut dire 30 par exemple ou 35 avec le pourboire. Donc automatiquement, il y a le gérant qui va devenir riche. Et il pense à connaître la marque de la voiture du gérant ou du manager, c'est-à-dire le propriétaire de ce restaurant-café. Vous voyez la misère. Donc, toi, pourquoi moi je vais me casser la tête pour avoir une idée sur la marque de la voiture du monsieur qui possède ou de la dame qui possède c'est ce restaurant-café. Le misérable, il fait ça. Donc, il se prive, hein, il s'empêche de prendre un café, tout simplement parce qu'il ne veut pas qu'une autre personne profite de lui. Pour lui, il vit dans la persécution, dans ce délire de persécution. Jamais compté. Bravo. Alors, il y a un autre point. Un pauvre, par exemple, si on lui dit, un pauvre, par exemple, si il découvre, il peut très bien accéder accéder, par exemple, le jour où il va décrocher, il va toucher son salaire, il va venir ici et découvrir. Il n'a pas peur d'être choqué. Je vous donne les détails parce que moi, j'écoute les patients et je consacre vraiment des trentaines de minutes, voire vraiment plus d'une heure, si j'ai un patient qui a besoin de parler. Donc moi, je creuse dans les détails. Voilà pourquoi dans les lives, je creuse toujours. Je vais partir pour vous donner vraiment une description très, très, très minutieuse de la misère pour la détecter. La misère, elle ressemble à l'intelligence. Donc, plus on a une personne qui a l'impression d'être très intelligente, il faut faire très attention. Attention, mais pourquoi tu es très intelligent? Tu connais tout, mais pourquoi tu connais tout? Tu faisais quoi pour tout connaître? Tu faisais quoi pour tout connaître? Vous voyez? Très bien. Donc, on a dit que la misère ressemble à l'intelligence. Il n'est pas intelligent, il est peut-être malin, parce que l'intelligence, c'est comme M. Jawad, c'est celui qui vit. Vous parlez dans la Lune. Ben, ça me fait plaisir d'être sur la Lune. En fait, il y a 2 lunes. Il y a Madame Asma Hamdouni, et puis il y a la Lune que vous connaissez. Très bien.
Alors, on a dit quoi? On a dit que le pauvre. Oh, bismillahirrahmanirrahim. Ah, vous êtes très toxique, monsieur. Avec tous mes respects, mais je vais vous. Vraiment, je vais vous bloquer. Hein. Voilà, les misérables, vous n'avez pas de place dans ma vie. Wallah. Oui, la lune est merveilleuse. Merci beaucoup. غير دوا تحت التليفون هذا هو الصقع بنوار. Oh, خويا خدام بالفيبر اوبتيك. Alors, le pauvre. Alors, le misérable, il dit, j'ai de l'argent, je ne vais pas donner mon argent à ce manager. Il y a le pauvre. Le pauvre, par exemple, il attend. Il peut vraiment accéder et demander au serveur gentiment, ça coûte combien? Il peut vraiment accéder au salon et demander, et s'il n'a pas les moyens, il peut sortir. Genre, s'il jette un coup d'œil sur le menu, il peut sortir. C'est pas grave, c'est pas la fin du monde. Moi, vraiment, quand je vois ça, quand je vois quelqu'un avec sa copine, une fois, il jette un coup d'œil sur le menu, il est choqué, et puis il repart. Il dit, pardon, on doit partir, et il repart. Donc, moi, je trouve pas que c'est misérable de sa part, au contraire. Je trouve pas que c'est honteux, non, au contraire. C'est quelqu'un qui sait très bien ce qu'il fait. Il touche 5000 dirhams, il ne peut pas prendre je sais pas, payer une table à 4000. C'est très très honnête de sa part. C'est respectueux. C'est un pauvre respectueux. Ou c'est quelqu'un qui fait partie de la classe moyenne, mais il est très respectueux. T'es sublime, tu peux والله ما سخيت بك كلامك لا من السل مرحبا الله يطول عمرك. C'est très gentil, c'est très aimable de votre part, c'est déjà ouais. Donc, c'est pas honteux d'être pauvre, parce que les pauvres, ils ont de la dignité. Un pauvre, c'est quelqu'un qui sait comment vivre. Un pauvre, c'est quelqu'un qui peut vivre vraiment tranquillement, alors que quelqu'un qui est vraiment aisé, il peut être misérable. Donc, on va donner des exemples du concret. Hein. Il y a des pauvres qui peuvent, par exemple, accéder au salon d'un pub, par exemple. Et une fois, ils vont jeter un coup d'œil sur le menu, s'il y a des menus avec des prix, bien sûr. Ben, ils vont hésiter. Il y a le monsieur qui va partir, qui va demander pardon et qui va reprendre son chemin pour chercher quelque chose de plus adapté. Ça, c'est de l'intelligence. Lui, il touche 4000 dirhams, il ne peut pas payer une table à 4000 dirhams. Et ça, c'est très raisonnable de sa part. Je le respecte. Et ça, il peut très bien devenir un grand homme d'affaires par la suite, dans un futur proche ou un futur. D'accord? Donc, c'est pas méchant d'être pauvre, hein, si on respecte sa pauvreté. Ou bien, il veut par exemple accéder à ce salon, il ne peut pas manger, mais il peut très bien boire quelque chose de très économique, de moins coûteux, si vous voulez. Donc, à ce moment-là, il y a le pauvre qui va attendre, par exemple, son salaire, et une fois il va toucher son salaire, il va inviter sa copine qui est vraiment prioritaire pour lui, d'accord? Donc, il est pauvre, mais il est capable d'aimer. Il est pauvre, mais il n'avait pas de parents toxiques. Il est pauvre, mais il a déjà pardonné ses parents. Il est pauvre et il est capable de déguster le plaisir en regardant les yeux de sa copine. C'est beau, hein, l'amour, il est très beau. Alors, il y a des pauvres qui apprécient la beauté de l'amour. Il y a des pauvres qui apprécient cette vibration ou ces vibrations quand ils aperçoivent leur copine, leur bien-aimé. D'accord? Il y a des pauvres qui sont capables d'aimer. Donc, il attend son salaire pour inviter sa copine et quand il va jeter un coup d'œil sur le menu, il trouve que c'est trop cher. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on se paye, on s'offre soit un café, soit un jus pour la dame. Donc, lui, il prend un café et pour elle, il prend un jus et on peut même prendre des photos. C'est pas arrivé de leur part parce qu'ils sont pauvres, ils ont un souvenir. Vous voyez, je sais pas si j'ai été claire, mais je pense que les gens qui m'ont comprise, automatiquement, ils n'ont pas besoin d'explication. C'est la beauté.
c'est la beauté de l'amour qui compte. Quand je sens que le monsieur est heureux avec moi, il n'a pas besoin de dépenser une fortune pour me rendre heureuse. Un café avec un monsieur qui sait aimer est largement suffisant pour faire de moi une princesse ou pour me faire sentir une princesse. Vous voyez? Donc, un pauvre, il peut très bien rendre une femme très très heureuse avec les moyens de bord. Mais il ne doit pas être un misérable. D'accord? Le pauvre, il peut s'offrir une fois par mois un café dans un endroit de luxe. Ou juste normal, ça c'est juste normal pour moi. D'accord? Ben, 6 dirhams, c'est très normal. D'accord? Un pauvre, il peut très bien, je sais pas, inviter sa copine à une activité un peu coûteuse une fois par an. D'accord? Mais c'est pas grave. Il est pauvre, il fait des économies, et le café est dangereux pour les hommes. Je ne sais pas pourquoi vous dites ça, mais je vous souhaite tout le bonheur. Un pauvre, par exemple, il ne peut pas faire une activité tous les jours ou tous les week-ends. Mais une fois par an, il peut inviter sa copine ou sa femme. Vous voyez? Un misérable, non. Un misérable, non, non. Très bien, donc on va fermer la parenthèse de misérable. Reprenons pour les gens qui viennent de rejoindre notre conférence. Donc on a dit que le chagrin d'amour, c'est un problème de santé qui peut vraiment arriver à un stade c'est compliqué de quelque chose de très sérieux comme les tentatives de suicider. Donc, et drogue, addiction, beaucoup de choses. On a dit que la définition de l'amour, c'est quelque chose de prioritaire et d'essentiel et d'initial. Initialement, il faut commencer par définir l'amour. Bonjour monsieur, oui, bonjour docteur. Qu'est-ce que vous avez? J'ai un chagrin d'amour. Très bien. Donnez-moi la définition de l'amour pour vous et comment avez-vous su que vous êtes amoureux de telle dame? Vous êtes en train de souffrir. Vous avez vu votre psychiatre, votre psychologue, vous n'allez pas bien, vous buvez, vous consommez de la drogue, vous faites ce que vous voulez, vous dormez pas, vous avez une insomnie, une anorexie, vous avez mal au ventre, je sais pas. L'essentiel, c'est que après l'examen clinique, l'interrogatoire et tout, vous me dites, je souffre à cause de l'amour. Et moi, je sais très bien que l'amour est innocent de tout ça. Pourquoi? Parce que quand on accède à ce monde sentimental, quand on accède à cette expérience d'amour, en principe, on doit être bien préparé et très fort et capable d'être heureux tout seul. Je ne cherche pas l'amour pour me traiter. Il y a des médecins qui traitent. Il y a des gens malheureusement qui cherchent des thérapeutes. Attention, il y a 3 choses. Mon partenaire, on va parler des 3 dépendances et des 3 indépendances. Mon partenaire n'est pas mon professeur. Donc, je ne dois pas avoir l'indépendance intellectuelle. Mon partenaire n'est pas un compte bancaire. Donc, je dois parler là de tout ce qui est indépendance financière. Merci, c'est pareil. Mon partenaire n'est pas mon thérapeute. Donc là, on parle de tout ce qui est indépendance affective. Donc, le patient qui a un chagrin d'amour n'a pas le droit de dire « je souffre à cause de l'amour » tant qu'on n'a pas de diagnostic clair d'une relation d'amour, vrai amour. D'accord? Je reprends. Le patient qui souffre d'un chagrin d'amour n'a pas le droit de dire « j'ai un chagrin d'amour » tant qu'il n'a pas la confirmation qu'il s'agissait véritablement d'un amour. Pourquoi? Parce que ça peut être autre chose, ça peut être la dépendance. Donc, si je ne suis pas sûre que je suis amoureuse d'une personne, je n'ai pas le droit de dire je souffre à cause de l'amour. Avez-vous déjà entendu cette idée? Cette idée, c'est à développer, sincèrement. Je dois nettoyer. D'accord? C'est comme si on vous a donné un peu de, je sais pas, de pâte, hein, et puis il y a des poils dans les pâtes, dans la pâte. Et vous devez absolument retirer tous les poils. Merci, monsieur Tapé. Il faut retirer tous les poils. L'amour, c'est la pâte, les gènes. Les problèmes de santé, les problèmes de dépendance, le syndrome du sauveur, le syndrome de victimisation,
la manipulation, la peur, les phobies et tout, ça, ce sont des poils qui sont bien incarcérés dans quoi? Dans la patte. Donc, il faut retirer les poils. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que vous arrivez à me suivre? Est-ce que jusque-là, ça va? L'amour est propre, c'est comme une patte. Et les problèmes de santé, que ce soit physique, dépendance, addiction, beaucoup de choses, c'est comme des poils qui se trouvent à l'intérieur de cette patte. C'est parfaitement clair. Là, c'est ça. Alors maintenant, on va essayer de découvrir ensemble. Je vais juste citer et après on pourra développer ça. Premièrement, on a dit que l'amour est une patte. Les problèmes de santé égale des poils coincés dans cette patte. Alors, premier type de poil, on a la dépendance. La dépendance. On a des patients qui souffrent de dépression, qui souffrent de beaucoup de choses. On a des hommes qui ont vraiment perdu confiance en eux. Pourquoi? Parce qu'ils ont souffert d'une relation d'amour. Alors, il faut que ces hommes comprennent et ces femmes comprennent que on doit retirer les poils et nettoyer ce sentiment. J'ai besoin de votre consultation, au puis-je vous contacter. C'est sur docexpress.ma. Docexpress.ma, vous tapez mon nom et puis vous allez retrouver un moyen de me contacter. Parce qu'on fait des consultations à distance pour les gens qui vivent à l'étranger ou au Maroc. Alors, la dépendance. Vous savez qu'un monsieur qui est follement amoureux d'une dame, il peut très bien l'oublier comme si elle n'a jamais existé, toujours dans la paix. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de rancune, il n'y aura pas de vengeance, il va se nettoyer de l'intérieur. Pouvez-vous l'écrire s'il vous plaît? Oui, avec grand plaisir. Voilà, c'est docexpress.ma. Voilà, vous tapez juste www.docexpress.ma. Il faut réduire l'écho, professeur Leçon et mon nom. Réduire l'écho? Je ne sais pas comment faire ça. C'est écrit en chinois. Ben, je vous promets de faire un effort pour chercher à comprendre comment ça marche. Très bien. Donc, on a dit la dépendance. Quels sont les types de dépendance qui tuent l'homme amoureux? Quels sont les types de dépendance qui tuent la femme amoureuse? Premièrement, la catastrophe. La catastrophe, pour moi, c'est quoi? C'est la dépendance affective. Je vais vous donner quelques signes pour savoir est-ce que vous avez déjà souffert de ça. Est-ce que vous avez du mal à changer l'endroit que vous fréquentez? Est-ce que vous avez du mal à jeter les flacons de parfum déjà vides ou vidés? Est-ce que vous avez du mal à donner ou jeter les vêtements, les vieux vêtements? Est-ce que vous avez du mal à changer la place que vous occupez lorsque vous accédez à un endroit? Est-ce que vous avez du mal à changer de fournisseur? Est-ce que vous avez du mal à changer au changement, hein? Vous avez vraiment une sensibilité ou une allergie au changement? Est-ce que vous avez l'habitude de discuter avec une personne tous les jours? Est-ce que vous avez quelque chose que vous faites tous les jours et vous êtes incapable de ne pas le faire? Est-ce que c'est le cas pour vous? Est-ce que vous avez un attachement?
vous vous attachez rapidement. Est-ce que lorsque vous voyez quelqu'un, vous ouvrez votre cœur et vous avez l'impression que vous le connaissez depuis toujours? Est-ce que vous avez de l'empathie bizarre? Est-ce que vous avez un haut potentiel émotionnel? Vous comprenez les gens, vous parlez à leur place, vous comprenez exactement la chose dont ils ont besoin. Est-ce que vous répondez à des demandes qui n'ont pas été exprimées? Est-ce que vous vivez dans la peau des autres personnes? La dépendance affective, c'est un problème. Est-ce que ça vous fait mal de voir quelqu'un que vous aimez avec une autre personne? Ça veut dire, par exemple, vous ne voulez pas voir votre parent qui voyage avec un de vos frères, même si vous êtes adulte. Est-ce que vous avez du mal à voir votre papa embrasser ou câliner quelqu'un d'autre de la famille? Est-ce que vous avez du mal à trouver votre copine avec une autre copine? Est-ce que ça vous fait mal de voir votre copine sortir avec une autre femme ou une autre fille? Est-ce que vous appelez quelqu'un tous les jours? Donc, vous savez que si vous appelez quelqu'un tous les jours, c'est grave. Parce que le manipulateur pervers narcissique, par exemple, qu'est-ce qu'il fait? Il isole la personne. Donc, toute personne qui est collante à une seule personne est une personne qui est en danger, en principe. C'est très dangereux. Parce que la première question à se poser, c'est pourquoi vous êtes toujours accolé à cette personne? Pourquoi? Pourquoi vous êtes H24 lié et en communication avec quelqu'un? C'est grave. Ça veut dire que cette personne vous contrôle. Vous voyez? Donc c'est grave, vous n'êtes pas une personne normale. D'accord? On va essayer de parler d'une façon sans sentiment ce soir. Moi, c'est le contraire. Je me débarrasse facilement de tout. Donc, pourquoi les gens ils sont comme ça? C'est pas normal. C'est pas normal de ne pas être libre. C'est pas normal. Qu'est-ce qui va pas? Tu collantes, tu parles H24. C'est beau, mais c'est très nocif. C'est beau quand on est assoiffé, parce que des fois, on passe par des moments où on a été seul pendant longtemps. Donc, quand on est seul pendant longtemps, on n'a pas de copains, on n'a pas de petits amis, on n'a personne, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on devient assoiffé. Alors, quand on a faim, quand on a assoiffé, quand on jeûne, on n'a pas le droit de faire ses courses. Pourquoi? Parce qu'on va acheter du n'importe quoi. Si je suis assoiffée, j'ai besoin de boire et vous me donnez du café, je vais boire du café parce que j'ai tellement soif. Alors que moi, je suis en collapse. Je risque d'avoir un collapsus. Je risque de collaber, c'est-à-dire faire accoler les parois des vaisseaux. Pourquoi? Parce que je suis déshydratée. Mon Dieu, mais j'ai mon microphone et je suis toujours penchée contre le téléphone. Alors là, c'est grave. Là, c'est grave. Une personne revenons maintenant à notre sujet principal qui est le chagrin d'amour. Excusez-moi, mais quand on voit un patient qui a un chagrin d'amour et après on découvre qu'il est en dépendance, alors là, il faut absolument appeler un chat un chat. Donc là, on n'accuse plus l'amour. Il ne faut pas accuser l'amour. L'amour est innocent. L'amour est propre. L'amour, c'est comme la gendarmerie, par exemple. L'amour, c'est comme un commissariat, par exemple. C'est un endroit où c'est comme le guichet bancaire. Le guichet bancaire, qu'est-ce qu'il fait? J'introduis ma carte. Merci, monsieur Fall. J'introduis ma carte, je mets le code. Je demande, je précise la somme que je veux retirer et hop, je vais retirer mon argent. Merci, monsieur Fall. L'amour, c'est comme ça. L'amour est propre, innocent. On ne doit pas l'accuser. Vous savez que juste en expliquant ça à des patients, j'ai pu aider des hommes à ouvrir les yeux alors qu'ils allaient vraiment flipper. Avec les psychotropes, avec les ordonnances de psychiatres, avec les psychologues, avec beaucoup de choses. Il y a la médecine 5 étoiles. Il y a la psychiatrie, c'est autre chose. Je ne fais pas de la psychiatrie,
Je n'aime pas cette spécialité pour me le dire. D'accord? Mais en médecine 5 étoiles, ce qui se passe dans ma tête peut me tuer ou peut faire de moi une princesse. D'accord? Tout se passe ici. هنا هو. خلى عاد الإيمان. Si ici, je me dis, Asma, t'es amoureux de cet homme et tu vas souffrir sans lui et tu pourras jamais respirer de l'air sans lui, bah, automatiquement, je vais flipper. Si dans ma tête, je me dis, Asma, tu passes par des moments difficiles, tu passes par la mauvaise saison de ta vie et cette personne n'est qu'un accident, même si c'est un mariage, c'est pas la fin du monde, c'est juste un accident. C'est parce que tu n'as pas bien choisi la personne, c'est parce que tu avais besoin d'amour, c'est normal d'avoir besoin d'amour. Donc, un divorce, c'est pas la fin du monde. Bon, ça c'est juste un exemple, là je parle pas de moi. Vous voyez, il faut savoir pourquoi, qu'est-ce qui ne va pas. Tu as été privé, tu vis loin de tes parents, je sais pas, tu as perdu des membres de la famille, tu as perdu ton chien, tu as perdu ton chat, Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Tu as un problème de confiance en soi, donc tu as un problème, je sais pas, une dépendance. Alors on traite la dépendance et c'est fini l'amour nocif. Et après, qu'est-ce qu'on fait? On fait la réconciliation avec l'amour. D'accord? Primo, je dois demander pardon à l'amour. Pardon, monsieur l'amour, je croyais que tu étais méchant, je croyais que tu étais cruel, je croyais que c'est l'amour qui te fait de la peine, alors que j'ai découvert que ce sont mes propres blessures et mes propres cicatrices de l'enfance, de l'adolescence, de la culture, de beaucoup de choses qui m'ont fait de la peine. Quand on est assoiffé, on ne choisit pas. Il y a deux cas où on n'a pas le droit de prendre une grande décision. Quand on est très 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 heureux, stade euphorie, et quand on est très très apathique, stade de dépression, d'apathie, de déprime, d'anédonie, de perte de plaisir. Je suis heureuse, je suis malheureuse, je ne prends pas une décision. La décision, ça peut être un café. Une tasse de café peut changer la vie d'une personne qui est en collapsus, qui est en hypertension, qui ont beaucoup de choses. D'accord? Il y a des gens qui ont pris une tasse de café et ils ont développé un AVC, carrément, avec du stress et beaucoup de choses. Donc la décision, un mot prononcé, c'est une décision. D'accord? Une couleur choisie, c'est une décision. J'ai mis cette chemise aujourd'hui, c'est parce que j'étais tranquille et parce que je voulais encore devenir encore plus tranquille. D'accord? C'est le blanc, c'est la clarté, c'est la pureté, c'est la clarté d'esprit, c'est l'alignement, c'est beaucoup de choses. C'est la gentillesse, c'est le calme. Vous voyez? Donc, vous êtes sorti avec une personne, vous avez vécu une expérience d'amour, après vous êtes en train de souffrir. Est-ce que c'est l'amour qui vous a fait souffrir? Non, du tout. Il y avait des choses. Pourquoi vous êtes sorti avec telle dame alors qu'elle ne fait pas partie de votre classe sociale? Vous êtes un monsieur qui fait partie d'une classe sociale très haute. Vous faites partie d'une famille qui est très très bien enracinée, qui a vraiment un arbre généalogique qui est très très pur, qui est très noble. Vous êtes très gentil, vous avez des parents très gentils, vous avez des grands-parents très gentils, vous avez des oncles, des tantes très gentils, vous êtes très aimable, vous êtes adorable, il y a de l'entraide, il y a de la fusion, vous êtes une famille soudée, vous vous aimez, d'accord? Vous vous aimez. Donc, comment est-ce que vous avez pu, monsieur, madame, tomber amoureuse d'une personne qui n'a pas de principe, d'une personne qui n'a pas de cœur, d'une personne qui ne prend pas au sérieux vos sentiments? Il y a des gens qui ne sont pas éduqués. Alors, pourquoi vous êtes sorti avec une personne mal éduquée? C'est parce qu'il y avait un accident. Donc là, on va écrire un autre point très important, la différence entre relation d'amour et accident. Quand on a un accident, on n'appelle pas un médecin, on appelle un constateur. Monsieur le constateur, qu'est-ce que vous avez constaté? Parce que je constate, سيدي. انت ماشي مصاحب انت دير اكسيدون. انت ماشي عايش قصة حب انت عايش اكسيدون. D'accord? Accident. Alors quelqu'un qui vient me dire docteur, je vis un chagrin d'amour et j'arrive plus à survivre, ben, je dois d'abord avoir un diagnostic précis. S'agit-il d'un amour ou d'un accident? D'accident. Vous voyez? C'est pas la même chose. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi?
Est-ce que vous êtes d'accord avec moi sur le fait que, avant de démarrer toute thérapie ou avant de traiter quelqu'un, il faut toujours s'arrêter un petit moment pour définir. Vous me préparez une tarte, je veux savoir c'est quel type de tarte. That's all. Tarte au citron, tarte de pomme, tarte de quoi? Tarte de chou-fleur, tarte de quoi? Ben, vous avez une relation d'amour, c'est quel type d'amour? L'amour, c'est comme les légumes, quel type d'amour? Quel type de relation? Ou s'agit-il d'un accident? Un accident, ça veut dire, vous avez besoin d'affection, absolument, un grand moment, bravo. Maintenant, on a dit quel type de sentiment, quel type de relation, quel type de problème sous-jacent. Là, on va parler de quel type de relation. Alors, dans les types de relations, il y en a plusieurs. Il y a des gens... Non, on a dit que dans la dépendance, pardon, on a parlé uniquement de la dépendance affective. Il y a la dépendance financière. Vous savez que des fois, on a des chagrins d'amour qui sont liés à une dépendance financière. Pardon, hommes ou femmes. Je m'explique. Il y a le monsieur, par exemple, qui sort avec une dame, magnifique, merveilleuse, magnétique, érotique, admirable, désirable, tout ce que vous voulez. Mais il dépend à elle sur le plan financier. Elle paye tout, elle finance tout, elle paye les billets, les séjours, partout où ils vont, c'est elle qui s'occupe de tout. Alors, après la séparation, à votre avis, est-ce que cette dépendance financière va aggraver le sentiment de douleur, la douleur? Ça, c'est une question pour ma chère communauté. Est-ce que le fait d'être dépendant sur le plan financier à sa copine aggrave le manque, aggrave le sentiment de vide, aggrave on dirait un syndrome de sevrage? Mais bien sûr que oui. Parce que lui, il n'a pas perdu uniquement une dame. Il a perdu une carte guichet. Oui, je confirme une dépendance financière qu'on croit être un amour. Bravo. De deux côtés. Et c'est pas méchant, hein, parce que moi, je ne suis pas là pour juger finalement, parce que le jugement est divin. Je ne suis pas un Dieu pour juger. Mais il faut savoir que pour minimiser la douleur après la séparation, il faut se réveiller, il faut être éveillé. Je ne suis pas amoureux de ce monsieur, il me donne l'argent. Ou bien, je ne suis pas amoureux de cette dame, elle me donne l'argent. Il peut devenir agressif même. Bravo. Oui, ça c'est vrai. Il y a des hommes, après le divorce, ils deviennent très agressifs et il y en a même qui passent au chantage. Genre, il sort avec la dame, il l'épouse et après, il filme sa femme dans la salle, dans la chambre à coucher, en train de faire l'amour. Et après, il lui dit, si tu ne donnes pas de l'argent, je vais diffuser ces scènes. Donc, c'est normal qu'il devient agressif parce que dans la dépendance, c'est comme les drogues, comme l'addiction, dans les dépendances, il y a ce qu'on appelle le syndrome de sevrage. Tu me donnes de la drogue, ok, je suis drogué, je suis tranquille, je suis calme. Tu ne me donnes plus de la drogue, je vais vraiment être enragé, je vais être frustré, je vais perdre la raison. Alors, on fait quoi alors? Donc, ما تولف عادة ما تقطع عادة. ما تولف عادة ما تقطع عادة. Tu m'habitues à quelque chose et après tu coupes tout. Je vais souffrir. Habituer quelqu'un à l'argent, c'est catastrophique. C'est comme une drogue, l'argent. Habituer à payer des frais, c'est catastrophique. Habituer un homme à payer ses factures, c'est catastrophique. Le monsieur, il va flipper. Et c'est toujours toi qui vas payer les pots cassés. Vous voyez? Donc, on a dit la dépendance financière, c'est à différencier de tout ce qui est chagrin d'amour. Vous n'êtes pas amoureux de la dame, mais vous êtes habitué à recevoir de l'argent, des avantages d'ordre financier. Et puis, nous avons la dépendance intello. La dépendance intellectuelle.
votre partenaire n'est pas votre professeur. Vous ne savez rien faire. Vous ne savez pas où aller. Vous ne savez pas par où passer. Vous ne savez rien dans la vie. Vous ne voulez pas apprendre. Vous ne voulez pas faire un effort pour apprendre. Vous comptez sur lui vraiment dans chaque petite étape de votre vie. D'accord? Vous voulez, par exemple, acheter par Internet. Il faut absolument utiliser son téléphone à lui. Vous voulez, par exemple, payer votre billet. Vous devez absolument passer par la station qui s'appelle Mon Partenaire, Monsieur C'est Tout ou Madame C'est Tout. Vous voulez par exemple décrocher un document très important, eh ben, vous demandez toujours son aide. Donc vous êtes vraiment, vous n'êtes pas une personne indépendante sur le plan intellectuel. Vous avez toujours besoin d'aide. C'est méchant. Donc là, par contre, là également, il y a des patients qui souffrent après la séparation. Pourquoi? Imaginez s'ils ont un pacte de dépendance. Ça veut dire que le partenaire, pour vous, c'était un sauveur, c'était quelqu'un qui était là pour, je dirais, pour vous adopter. Donc vous n'êtes pas un partenaire, vous êtes un enfant adopté, un adulte adopté. C'est grave ou c'est pas grave? Ben, arrêtez de faire ce jeu. Arrêtez de vous engager dans des relations amoureuses alors que vous êtes quelqu'un qui est vraiment dépendant, vous êtes toujours un enfant, vous n'êtes pas encore mature sur le plan intellectuel, sur le plan financier et sur le plan affectif. Il faut commencer par la maturité. La maturité est importante. Parce que quand je suis mature, je vois un monsieur, s'il ne me plaît pas, il ne me plaît pas. Je n'ai pas envie de le parler, je n'ai pas envie de le parler. Je n'ai pas envie de me marier à lui, je n'ai pas envie de me marier à lui. Vous voyez? C'est comme ça. Mais quand on est immature, on a peur de perdre. Alors là, on veut revenir un peu en arrière. La peur de l'abandon. Toute personne, d'accord, vous voyez? Donc là, c'est la prévention. Si vous êtes en couple et que vous avez peur de perdre votre partenaire, ça veut dire que vous n'êtes pas en couple. Vous êtes vraiment, vous vous êtes engagé dans une relation toxique. Et l'autre personne à laquelle vous êtes dépendante ou dépendant, et que vraiment sera votre victime. D'accord? Ce n'est pas la personne qui quitte qui est méchante. Non, c'est pas de la méchanceté, ça part. Moi, je suis pas une colle. D'accord? On a tous besoin de traiter les dépendances pour ne pas être une colle. Moi, je suis pas une colle. Donc, une fois je tombe sur une colle, je vais souffrir. Donc, si je quitte le terrain, je ne suis pas méchante. Il n'y a pas de colle. Dans l'amour, il n'y a pas de colle. Il n'y a pas j'ai peur de te perdre. Il n'y a pas des pleurs. Il n'y a pas des menaces, genre si tu me laisses, je vais me suicider. Non, t'es malade. J'appelle la police. Je dépose une plainte chez le procureur, monsieur le procureur. Pourquoi? Parce qu'il y a une personne qui pense à se suicider. Parce que ça, c'est un crime. Donc, si vous parlez, si vous avez l'habitude d'aborder ces sujets, je pense que vous êtes tous les deux, vous avez besoin tous les deux, vous avez besoin de voir un psychiatre. Tous les deux. Il y a des gens qui te disent à chaque fois, je veux mourir avant toi, mais et non pas dans, pire encore, non pas dans le sens de comédie. Genre, il y a des gens qui se disent, si je meurs, est-ce que tu vas épouser une autre? Vous n'êtes pas des vivants, vous n'êtes pas de bons vivants, vous êtes des misérables. Tous les deux, pourquoi vous avez pensé à ça? Et à chaque fois, et vous développez, c'est pas un sujet qui vous traverse l'esprit de temps à autre, non, c'est tous les jours. Genre, vous êtes stressé par ça. L'amour, c'est la liberté. Le vrai amour, c'est la liberté. Voilà pourquoi les gens, ils s'engagent pas dans les relations amoureuses. Une fois, ils touchent la peur de l'abandon chez quelqu'un. Je ne veux pas quelqu'un qui a peur de me perdre. Oui, c'est bien de faire un effort pour être avec moi, c'est bien, c'est beau, moi aussi je le ferai. Mais pas dans un cadre de phobie, pas dans un cadre psychopathique, hein? Pas dans un cadre vraiment, je dirais, morbide. D'accord? C'est pas normal. La peur de l'abandon n'est pas normale dans un couple. Parce que dans un couple, on est bien conscient que peut-être que ça va pas marcher. Voilà pourquoi il faut prendre son temps, être mature, parce que
en général, les relations doivent mener à un lien encore plus fort, plus robuste, qui est le mariage. Et quand on veut prendre ces chemins de mariage, en, en général, on doit être mature, c'est-à-dire on ne peut pas s'engager dans un lien, dans une alliance assez sacrée pour finalement se dire non, je pense pas que je serai heureux avec toi. Ah, avant? Et avant, tu faisais quoi? Il faut penser à ça avant d'avoir des créatures. Il y a des créatures qui vont apparaître. Vous voyez? Très bien. Donc, on va essayer de faire une petite conclusion, parce que je dois partir, j'ai un rendez-vous. On a dit qu'aujourd'hui, on a traité le sujet du chagrin d'amour. On a dit qu'on peut guérir tranquillement d'un chagrin d'amour, mais ça demande du temps. Pourquoi? Parce que à chacun son histoire, à chacun son vécu, à chacun son enfance, avec ses traumatismes, ses croyances limitantes. J'aimerais attirer votre attention sur l'importance de l'hypnothérapie pour pouvoir vider ce que vous avez comme pu énergétique et émotionnel, parce que vraiment on a comme des égos de pu au fond de nous, et et dans notre zone d'ombre on a des souvenirs qui sont très 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 pénibles à vivre et à revivre. Donc tous ces traumas doivent être traités. On a dit qu'il faut avoir une définition de l'amour. L'amour, c'est la force. Ce sont deux personnes fortes, deux personnes indépendantes, deux personnes heureuses. Hein, il faut être heureuse ou heureux avant la relation. Parce qu'une personne malheureuse ne pourra que me contaminer. Et si je suis malheureuse, je ne pourrai que contaminer mon partenaire. Donc il faut qu'on soit heureux tout seul, fort tout seul, indépendant tout seul. D'accord? Après, on a dit que si on avait des parents toxiques, on risque d'avoir un syndrome du sauveur et donc tomber sur les malheureux pour les aider. Si on a des parents toxiques, on peut devenir des manipulateurs, donc on est toxique pour tout le monde. Si on a des parents toxiques, on peut faire la victimisation et embêter tout le monde. Et tout ça, c'est mauvais. Il n'y a aucune relation d'amour bonne pour la santé si un des partenaires ou les deux ont un syndrome du sauveur, sont des manipulateurs ou ils font la victime ou la victimisation. On a dit que les gens qui ont un syndrome du sauveur doivent absolument faire très attention et apprendre à gérer cette impulsivité émotionnelle et cette abnégation, je dirais, amplifiée et surdimensionnée et surdosée. Pourquoi? Parce que il faut se protéger des misérables et des manipulateurs. Les misérables, en fait, on a expliqué qu'il y a une grande différence entre pauvre et misérable. Pauvre, c'est quelqu'un qui est pauvre, il peut vivre, il peut être un bon vivant, mais il est pauvre. Misérable, c'est quelqu'un qui ne peut pas être un bon vivant. C'est quelqu'un qui vous embête, qui prend un pinceau, d'accord, géant, noir, il met de la peinture noire, et puis il est capable il peint tout en noir. Donc, il rend la vie obscure devant vous. D'accord, c'est ça un misérable. On a dit que l'amour est comme une pâte. Quand on veut traiter quelqu'un qui souffre d'un chagrin d'amour, on a dit que l'amour est comme une pâte. Et les problèmes de santé que nous avons antérieurement ou durant la période durant la relation sont comme des poils. Donc, quand vous venez chez le médecin, il va vraiment retirer les poils noirs qui se trouvent dans la pâte pour garder la pâte, garder l'amour brut. Alors, quels sont les poils qui tâchent cet amour? Nous avons des problèmes de santé qui remontent à très bien longtemps à l'enfance, comme la dépendance. 3 types de dépendance: affective, dépendance financière et dépendance intellectuelle. Si vous avez un partenaire qui vous a adopté comme un bébé, le jour où la relation va s'achever, vous allez souffrir davantage. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas d'amour entre vous pur. Il y avait de la dépendance. Vous comptez sur l'autre personne pour survivre. Donc, en dépendance financière, donc vous allez perdre. Vous n'allez pas perdre un partenaire, mais vous allez perdre une carte bancaire. 2, on a dit que si on perd le partenaire alors qu'on avait une dépendance affective, donc on va perdre l'espoir. Donc nous, quand on parle de chagrin d'amour, attention, des fois on parle de perte d'espoir.
Et ça, on peut très bien le détecter durant la relation. Ça veut dire que je conseille vivement les gens de consulter un médecin. Pourquoi? Pour d'abord discuter la qualité et la nature de la relation amoureuse. Parce que si par exemple je découvre une personne, je suis tranquille avec elle, peut-être que cette personne me donne tout. Et l'amour, et l'affection, et la confiance en soi, et le soutien, et, euh, et quoi encore? Et l'argent, et les informations, et l'apprentissage, et le knowledge. Donc ça c'est trop. Ça c'est trop. Le jour où cette personne va me quitter ou va mourir, donc automatiquement je vais flipper. Alors là, il faut se préparer pour ne pas perdre la raison. Vous voyez? Il faut se préparer. Comment se préparer? C'est ne pas compter sur les gens, tout simplement. Je veux un café, je me ferai un café. Je veux je sais pas, un bracelet, je me l'offre. Je veux des bijoux, je me l'offre tranquillement. Vous voyez? C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Je n'ai pas le droit de prendre mon partenaire pour une carte bancaire ou un portefeuille. Parce que le jour où il va me quitter, je vais flipper. Je vais devenir folle. Je n'ai pas le droit de demander à mon partenaire de m'adopter. Je ne suis pas une gamine finalement. D'accord. ما كرهتش السي يجاوبوا بالعربيه ولكن راه عندي بزاف المشاكل واحد الصفحه كينصبوا على المغاربه بسميتي واخا درت بيبيعوا الشكايه باش ولكن انا في خطر كيعيطوا لي الناس وكيهدوني وانا ما دويتش معاهم وتيهدوني دونك كاين اللي يحميني من غير الله اللهم نعطي اتصال العربيه en attendant البوليس يشدوهم وداكشي. Voilà donc si qu'est-ce que je cherche chez l'homme ou chez le partenaire? Qu'est-ce que je cherche? Ouais, comme ça. Qu'est-ce que je cherche? Je cherche l'argent, je vais flipper. Donc moi, je l'aime pas déjà. La définition est erronée. C'est pas un chagrin d'amour, c'est un chagrin de dépendance financière. Il faut appeler un chat un chat. Voilà. Vous sortez avec une femme, elle vous donne de l'argent. Le jour où elle va vous dire paye, vous allez flipper. C'est pas un chagrin d'amour, c'est un chagrin d'argent. Idem pour les femmes. Vous avez été avec un monsieur et ce monsieur, il vous achète beaucoup de choses. Tout ce qui est maquillage, tout ce qui est argent, tout ce qui est bijoux, tout ce qui est je sais pas moi. Donc, Amin, merci beaucoup. الله يصوب اسمحوا لنا ما نديروش من نقل الصوت 4 سنين وحنا معكم ولا 5 سنين بالعربيه الحمد لله كلينا العصا مزيان الله يصوب الجميع. Pas de problème, on t'aime, docteur. Merci beaucoup pour votre amour. Voilà, donc quand le patient découvre finalement qu'il était en dépendance, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, tout simplement, il va comprendre que ce n'était pas une relation d'amour. Et une fois on appelle un chat, une fois on met le diagnostic, c'est comme si on a fait un scanner. Est-ce que c'est une tumeur ou est-ce que c'est une hémorragie? Si c'est une hémorragie ou hématome, c'est un traitement X. Et si c'est une tumeur, c'est un traitement Y. Donc, un patient qui a un chagrin d'amour, on ne sait pas d'abord, s'agit-il d'un vrai amour ou de quelque chose d'autre. Si c'est quelque chose d'autre, il faut creuser pour traiter cette chose. Voilà. Et le résultat est merveilleux. Donc, moi, je trouve ça bizarre, les gens qui souffrent de chagrin d'amour, en tant que médecin, je trouve ça bizarre. Ça me fait de la peine de voir des gens ayant des accidents de la voie publique, tout simplement, puisqu'ils ont été amoureux d'une personne. Très bien, donc je vous souhaite tout le bonheur. C'était Dr Asma Amdouni, médecin généraliste marocaine à Bouche d'Or et comédienne amatrice. Donc pour les consultations à distance, ils se font uniquement pour les gens qui comprennent d'abord c'est quoi une consultation à distance. C'est très important de comprendre ce que je dis. Le corps humain répond à nos croyances.
Si on a vécu à l'étranger ou si on connaît c'est quoi une consultation à distance, ça va marcher. Parce que c'est une consultation d'orientation médicale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont passé vraiment des dizaines d'années en cherchant à comprendre leur maladie et ils n'ont pas de médecin généraliste traitant de famille qui est là pour leur expliquer qu'est-ce qui ne va pas et pourquoi ils ne s'améliorent pas. Donc, quand ils vont vraiment se balader ou galoper d'un médecin spécialiste à l'autre, ils vont se perdre. Il y en a qui ont perdu espoir, il y en a qui ne font plus confiance au médecin. C'est très normal. Pourquoi? Parce qu'un médecin généraliste, c'est un manager médical. Vous n'avez pas de manager, le projet ne peut pas marcher parce que vous n'avez pas de manager. D'accord? Si on n'a pas de manager, on ne peut pas réussir un projet. D'accord? Très bien. Donc, qu'est-ce que je vais vous dire? Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Très bonne soirée. Profitez de la vie, mangez bien, portez des choses qui sont très très bonnes pour la santé, très bonne qualité. Achetez des sous-vêtements de très bonne qualité, même si c'est pas visible. Aimez, exprimez votre amour, exprimez votre affection, parce que c'est très important d'être aimé et d'aimer. Voilà. La rediffusion sera Inch'Allah enregistrée sur ma chaîne YouTube, par le nom de Dr. Asma Amdouni.